Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est un update lecture et j'ai l'impression que ça fait une éternité que je vous ai pas fait de vidéo de ce type à tel point que j'ai de quoi vous faire au moins 2 vidéos update lecture d'affilée tellement j'ai de livres lus qui attendent dans un coin patiemment que je leur accorde de l'attention pour les présenter, les chroniquer en vidéo. En tout cas aujourd'hui ce sera chose faite pour au moins 6 d'entre eux et sans plus tarder je vais vous présenter les livres en question dont je vais vous parler aujourd'hui. Je commencerai cette vidéo en vous donnant mon avis sur L'étrange cas de Juliette M. Je poursuivrai en vous disant ce que j'ai pensé de Hadès. Puis il sera temps pour moi d'évoquer mon ressenti face à Une braise sous la cendre. Je vous dirai ensuite rapidement ce que j'ai pensé du très court entre parenthèses qui est le tome 3,5 de la série Sexy Lawyers. Je vous donnerai par la suite mon avis sur Orage sur la plaine, avant de conclure cette update lecture avec le tome 2 de la trilogie Cid. Alors pour vous, une seconde est passée depuis mon introduction, mais pour moi en réalité ce sont plusieurs heures qui se sont déjà écoulées. Le temps pour moi de terminer de vous filmer cette vidéo, de manger un morceau, de me mettre en pyjama et de regarder tranquillement les séquences que je vous avais filmées au préalable et de faire à peu près cette tête-là. Et encore je vous épargne le cri d'animal blessé que j'ai dû pousser à ce moment-là. Tout ça parce que je me suis rendu compte que j'avais du rouge à lèvres sur les dents, mais c'est pas genre un tout petit peu. D'ailleurs, si vous prêtez attention quand je vous présente les livres, je crois que j'en ai un petit peu sur le coin, mais plus la vidéo est allée en s'avançant, et plus j'ai eu de rouge à lèvres sur les dents. Alors vous le savez, je pense, vous me connaissez suffisamment pour savoir que je sais faire preuve d'autodérision, que si ça avait été qu'un petit peu, j'aurais mis un message assez humoristique et j'aurais laissé la vidéo telle qu'elle, mais là c'était quand même à un point où même moi c'était pas possible. Alors j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai remis à charger la batterie de mon appareil photo, je me suis réhabillée et me voici donc une fois de plus devant vous, prête à vous retourner pour la deuxième fois cette vidéo. Yeah! J'ai lu L'étrange cas de Juliette M, écrit par Megan Shepherd et sorti aux éditions Milan Macadam en lecture commune avec la douce et gentille Alice du blog Un petit coin pour lire. Alors ce livre m'a été offert en 2015 par mes grands-parents, il me semble que c'était à l'occasion de mon anniversaire et ils ont eu bien du mal à mettre la main sur cet exemplaire. Il faut dire que le tirage est épuisé depuis quelques années maintenant et je sais que c'est assez dissuasif de se procurer un premier tome en français tout en sachant très bien que le reste de la trilogie ne sera disponible qu'en anglais. Maintenant ce n'est pas quelque chose qui m'a freiné plus que ça dans ma démarche étant donné que je n'avais aucun problème avec le fait de poursuivre cette trilogie en anglais si toutefois ce premier tome me satisfaisait assez. L'histoire débute à Londres en 1895 et on fait la connaissance de Juliette qui peine à subvenir à ses besoins. Il faut dire que sa mère est décédée et elle va découvrir du jour au lendemain que son père, qu'elle croyait également mort, est en réalité toujours en vie et exilé sur une île déserte afin d'échapper au scandale. Il faut dire que son père était un éminent chirurgien qui a été accusé de pratiquer des opérations très controversées, c'est pourquoi il a décidé de partir en exil. Suite à cette nouvelle, Juliette va embarquer sur le premier bateau en direction de cette fameuse île afin de découvrir si oui ou non son père est bien le monstre que tout le monde semble dépeindre. Une fois commencé, difficile de reposer ce livre, j'ai été particulièrement friande de l'ambiance très sombre, limite malsaine, extrêmement pesante qui se dégage des pages de ce livre. Concernant les personnages, je n'ai que moyennement accroché au personnage de Juliette, que j'ai trouvé un petit peu trop docile. Le personnage qui m'a le plus marqué, c'est le docteur, donc son père, le docteur Moreau. Alors lui, j'ai trouvé qu'il avait un charisme incroyable. C'est un personnage qui fait extrêmement froid dans le dos et ce, dès sa première apparition dans l'histoire. Et ambitieux, cruel, froid, sournois, manipulateur, tout ce que vous voulez, j'ai adoré le détester. On a également deux autres personnages phares qui font leur apparition dans cette histoire. Il s'agit de Montgomery qui est l'assistant du docteur Moreau et l'ami d'enfance de Juliette, et également Prince qui est un naufragé au passé un petit peu mystérieux. Alors je vais pas vous le cacher, cette histoire c'est également l'histoire d'une romance et plus particulièrement d'un triangle amoureux. Ce triangle amoureux m'a bien plu, il ne m'a pas dérangé parce que j'ai trouvé qu'il était relativement bien construit. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis entre guillemets seulement 3 sur 5 à ce livre? C'est tout simplement parce que passé la surprise de la découverte, j'ai commencé à décrocher un petit peu dans la seconde moitié du récit, mais voilà, je l'ai quand même trouvé particulièrement sympathique, particulièrement original et bien pensé pour pouvoir quand même lui mettre cette note.
Vous savez, je pense, je suis quelqu'un qui lit très peu de thrillers, mais j'apprécie quand même de temps à autre réussir à me caser la lecture d'un livre de ce type-là. C'est pourquoi j'ai jeté mon dévolu sur Hades, écrit par une auteure australienne qui s'appelle Candice Fox, qui a notamment reçu un prix pour ce livre ainsi que pour sa suite qui s'intitule Eden, qui n'est pas encore sorti en français, mais j'imagine que ce sera le cas sous peu. J'ai reçu ce livre de la part des éditions Michel Lafon et je les remercie bien entendu pour cet envoi, en dépit du fait qu'il s'agit d'une petite déception puisque je n'ai pas mis plus que 2 sur 5 à cette histoire. On fait la connaissance de Frank, qui est un flic qui intègre une nouvelle brigade criminelle et qui va devoir composer avec ses nouveaux collègues et notamment avec Eden qui va être sa binôme dans une affaire assez sordide de trafic d'organes. Dès le départ, Eden va énormément l'intriguer parce qu'elle reste vraiment sur la réserve et parfois même sur la défensive vis-à-vis de lui. Et elle a un frère qui s'appelle Eric, qui lui aussi travaille dans la brigade et qui paraît assez surprotecteur. Du coup, tout en avançant dans son enquête, Frank ne va avoir de cesse de se demander ce que le frère et la sœur ont à lui cacher. Personnellement, quand je lis des thrillers, moi, ce dont je raffole, c'est d'avoir une espèce de tension qui ne fait que monter de manière crescendo jusqu'à atteindre une espèce de paroxysme final où ça se termine en apothéose avec un retournement de situation de malade mental. Ce thriller-là s'en détache complètement, c'est-à-dire que je n'ai pas été du tout friande du choix narratif de l'auteur, puisqu'en fait tout tourne sur la personnalité assez complexe de Eden et d'Eric et sur leur passé. Et justement leur passé, parlons-en un petit peu, l'auteur nous dévoile quasiment tout dès le début et j'ai été super déçue et super frustrée de ce choix-là que je ne trouve vraiment pas du tout judicieux, c'est-à-dire qu'on a les réponses à toutes nos questions dès le départ. Non, attendez, en fait on n'a même pas le temps de se poser des questions que l'auteur nous sert tout sur un plateau d'argent. Du coup pour moi l'intrigue n'a présenté absolument aucun intérêt. Quant à la sous-intrigue avec l'affaire de trafic d'organes qui m'a à peu près intéressée, là c'est pareil, l'auteur utilise la même démarche dans le sens où le meurtrier, le trafiquant, on connaît son identité dès le départ, du coup là aussi aucun suspense possible. Donc j'ai été vraiment un peu limite outrée par cette lecture. Je me suis dit mais tout ça pour ça, mais en gros je perds mon temps quoi, je perds mon temps. Donc oui, c'est un 2 sur 5 et encore je trouve que j'ai été particulièrement gentille de ne pas mettre moins. Au mois de mars, je me suis ensuite casé la lecture du tome 1 de Une braise sous la cendre, écrit par Sabah Tahir, et sorti aux éditions PKJ. Alors, ce livre, je me le suis procuré en 2015 lors de sa sortie, mais j'ai vraiment attendu que vous me le sélectionnez dans ma pile à lire hivernale, pour le coup, afin de réussir à me caser cette lecture. Je ne sais pas pourquoi, mais je fais partie de ces personnes qui ont un peu de mal avec les livres qui sont médiatisés, voire même surmédiatisés, c'est-à-dire que ces livres-là, je les crains un petit peu. J'ai toujours peur de me trouver à contre-courant et de moins les apprécier que les autres. Donc verdict, est-ce un coup de cœur? Non, ce n'est pas un coup de cœur, mais néanmoins c'est un très beau 4,5 sur 5. J'ai passé une excellente lecture avec ce livre de fantasy. Les Martiaux, c'est un peuple guerrier qui s'est emparé de l'Empire par la force et qui ont relégué les érudits avec lesquels ils cohabitaient au préalable au rang d'esclave. Laïa, c'est l'héroïne de cette histoire, c'est une adolescente érudite qui va décider d'entrer en contact avec la résistance suite à l'arrestation de son frère dans le but de passer un marché avec eux. Si la résistance s'engage à libérer son frère de prison, Laïa quant à elle s'engage à infiltrer l'école de Blackcliff qui permet de former les martiaux et de servir à la commandante qui est donc la directrice de l'école afin de réussir à lui soutirer des informations compromettantes pour réussir à renverser l'ordre établi. Je dois vous avouer qu'au début de ma lecture j'ai eu un petit peu peur parce que j'ai mis quand même une centaine de pages avant de me retrouver vraiment investie dans ce récit. Au départ, j'aimais bien ce que je lisais, mais je ne comprenais pas l'engouement général suscité par ce livre. Mais au fur et à mesure, c'est venu et je me suis retrouvée prise au jeu et ensuite impossible de reposer ce livre avant de l'avoir terminé. J'ai tout aimé dans ce livre, que ce soit l'ambiance créée par l'auteur qui est très axée antico-orientale, que ce soit le contexte qui est pétri d'injustice ou que ce soit les personnages que j'ai vraiment trouvé charismatiques, à commencer par les méchants, donc notamment la commandante qui est cruelle, sadique, manipulatrice, une vraie garce, une vraie méchante pure et dure, de même que les augures qui sont des personnages
respectables, respectés, aveugles, qui émettent des prophéties et qui sont extrêmement craints par le commun des mortels. Je les ai vraiment trouvés très étranges et très incroyables à la fois. Quant aux deux héros, on suit d'un côté Laia et d'un côté Elias dans un point de vue alterné. Alors Laia, j'ai trouvé qu'elle manquait un petit peu de caractère. Disons qu'elle ne manque pas de bonne volonté, mais elle manque un petit peu de courage pour affronter les épreuves qui vont se dresser en travers de son chemin. Parfois elle a besoin de se mettre toute seule des coups de pied aux fesses pour avancer, mais je doute pas une seule seconde qu'au fur et à mesure de l'avancée de cette saga, elle va gagner en pugnacité, elle va gagner en maturité. Elias, c'est un élève de l'école de Blackcliff, donc un aspirant masque, un aspirant guerrier martial. Et j'ai trouvé qu'il se distinguait vraiment de ses semblables. Il possède une sensibilité, une intelligence rare et j'ai vraiment hâte de le retrouver dans le tome 2. En résumé, j'ai trouvé cette histoire vraiment originale, riche, sombre, complexe, trépidante. Même si c'est pas un coup de cœur pour moi, je ressors complètement satisfaite par ce que j'ai pu lire. Alors vous le savez maintenant, Sexy Lawyers, c'est une trilogie que j'ai vraiment adoré découvrir. C'est écrit par Emma Chase et publié aux éditions Hugo Roman. J'ai eu l'occasion de vous parler de chacun des 3 tomes ces derniers mois. Vous avez pu notamment vous apercevoir que le tome 3 a été pour moi légèrement en dessous des 2 autres, mais globalement j'ai passé un super moment en compagnie de cette trilogie qui se déroule à Washington et qui met en scène une bande d'avocats qui sont également amis dans la vie avec une romance associée à chacun d'entre eux. J'ai notamment plus particulièrement apprécié le couple formé par Jack et Chelsea dans le tome 2 et ça tombe bien puisque ce couple est à l'honneur dans ce tome 3,5 qui s'intitule entre parenthèses et qui m'a gentiment été envoyé par la maison d'édition Hugo Roman. Alors c'est un tome très court qui se compose de 134 pages à peine que j'ai lu d'une traite et que j'ai adoré. Dans ce nouveau tome, on retrouve Chelsea et Jack plus épanouis que jamais dans le rôle de parents puisqu'ils doivent s'occuper des nombreux neveux et nièces de Chelsea et ils vont se lancer dans un nouveau projet, un projet bébé. C'est un roman feel good, c'est un roman dans lequel on se sent bien. J'ai eu l'impression d'être dans une petite bulle de bonheur tout le temps qu'a duré ma lecture et ce n'est pas rien pour moi en ce moment. J'ai adoré retrouver les personnages des tomes précédents et voir un petit peu ce qu'ils ont pu devenir. L'épilogue, c'est vraiment ce qui m'a le plus marqué dans cette histoire. Je voudrais revenir brièvement sur l'épilogue du tome 3 que pour le coup j'avais trouvé hyper niaiseux et très cuculapraline, qui m'avait assez déçue de la part de l'auteur. Là dans celui-ci on a un nouvel épilogue mais qui se passe 17 ans plus tard, donc autant vous dire que les personnages ont bien vieilli, que les enfants ont grandi et ont tous eu le temps de devenir adultes et d'avoir leur vie à leur tour. Et j'ai adoré cet épilogue, je l'ai trouvé mais fantastique. Je pourrais le lire et le relire sans jamais me lasser et d'ailleurs de manière générale je suis persuadée que d'ici quelques années je serai amenée à relire avec grand plaisir l'intégralité de cette trilogie. Autre salle, autre ambiance, j'ai lu une romance historique avec Orage sur la plaine écrite par Rosanne Bittner. Je remercie mon partenaire LP Conseil ainsi que la maison d'édition L'Archipel pour l'envoi de ce livre. L'histoire se passe dans le Grand Ouest en 1857. On a Bob Landers qui est un riche entrepreneur qui va traverser les plaines du Grand Ouest afin de reconnaître le trajet du futur chemin de fer du transcontinental qu'il finance. Il va être accompagné lors de son périple par sa fille Elsa qui est encore une enfant, ainsi que par un éclaireur qui s'appelle Nick Travis et qui est d'origine cheyenne. Lors de ce périple, Nick et Elsa vont se rapprocher, mais même s'ils commencent à nourrir l'un envers l'autre une certaine attirance, ils vont faire en sorte que rien ne se passe entre eux, étant donné qu'ils ont tout à fait conscience qu'un futur commun serait vraiment très difficile dans leur situation, étant donné leur différence d'âge, leur différence de milieu social et surtout leur différence culturelle. La première chose que j'ai beaucoup appréciée dans cette histoire, c'est le fait que ça se passe en plein Far West. Je sais pas pourquoi, mais l'ambiance m'a énormément plu et lorsque j'ai lu ce livre, j'ai beaucoup pensé aux bandes dessinées Lucky Luke que je lisais lorsque j'étais enfant. On retrouve vraiment tous les ingrédients propres à cette ambiance, propre à cette période, avec les bandits, avec les soldats, avec les indiens, avec les diligences, les locomotives, le Pony Express, les saloons, les petits villages étriqués, j'en passe
c'est des meilleurs et j'ai trouvé ça extraordinaire, ça m'a énormément plu. Autre bonne surprise, le récit ne reste pas cantonné à l'année 1857, il se déroule au contraire sur une dizaine d'années. Du coup, les personnages vont pouvoir grandir, vieillir et surtout mûrir. On va les voir devenir adultes, on va les voir se trouver un métier, on va les voir évoluer énormément. Et j'aime beaucoup ce genre de roman qui se déroule sur plusieurs années, même si apparemment c'est la marque de fabrique de cette auteure américaine. Alors en revanche, ce qui m'a déplu, puisqu'il y a quand même quelques petites choses qui m'ont déplu étant donné que j'ai mis à ce livre la note de 3 sur 5, ce sont d'une part les personnages secondaires qui me laisseront pas un souvenir impérissable, et l'autre chose c'est que la romance prend vraiment trop de temps à s'installer, c'est-à-dire qu'en 10 ans, Elsa et Nick vont être amenés à se croiser, puis à se perdre de vue un nombre incalculable de fois, et ce pendant parfois plusieurs années d'affilée, à tel point que je me suis dit mais est-ce qu'ils vont réussir ces deux-là un jour à se mettre ensemble ou pas? Et vraiment le doute est permis jusqu'à la toute fin du roman où enfin, alléluia, il y a quelque chose qui se passe quoi, mais mince, il était temps. Et vraiment c'est ce qui a fait perdre pour moi au moins un point à la note finale de ce récit, c'est que ça a trop tardé et du coup mon intérêt a un petit peu décru au fur et à mesure. Le dernier livre dont je vous parlerai aujourd'hui, c'est le tome 2 de la trilogie Seed, écrit par Sandy Williams et sorti aux éditions Milady. Alors ce tome 2, je l'avais tiré dans ma saga Bookjar en février, j'ai réussi à me caser la lecture de ce livre au mois de mars. Et tiens, tant que j'y pense, en parlant de saga Bookjar, je vous disais dans ma précédente vidéo que j'avais perdu ma saga Bookjar et que ça m'agaçait pas mal. Je l'ai retrouvée, alors dans un endroit assez improbable puisque je l'ai retrouvée en dessous de mon siège de voiture. Voilà, c'est tout à fait sa place. Je ne sais pas si vous vous rappelez ma réaction lors de mon tirage au sort de ce livre dans ma Bookjar, mais c'était un petit peu en mode panique à bord, étant donné que je me souvenais avoir mis la note de 5 sur 5 au premier tome que j'avais donc adoré, parce que j'en avais le souvenir que c'était un récit qui allait à 100 à l'heure, qui m'avait vraiment bien intéressée. Sauf que je ne me rappelais quasiment de rien concernant l'intrigue, donc j'ai essayé de me spoiler comme je le pouvais sur des chroniques diverses et variées. J'ai également relu ma chronique de blog et j'ai réussi, tant bien que mal, à me remémorer les éléments clés de cette histoire, à savoir que Mackenzie, l'héroïne, est une humaine dotée du don de double vue et qu'elle travaille pour les Fae depuis une dizaine d'années. Mackenzie commence à en avoir un petit peu marre, elle souhaite raccrocher et pouvoir privilégier sa vie d'humaine, mais lorsque sa meilleure amie Paige va se faire kidnapper par les Fae, elle ne va pas avoir le choix, elle va être obligée de reprendre du service. Ce qui m'a agacée dans ce livre, et sachez que pour moi ça a été vraiment une déception, je lui ai mis la note de 2 sur 5, je me suis énormément ennuyée dans cette lecture. Là pour moi on n'a plus du tout le même rythme de 100 à l'heure que j'avais adoré dans le premier tome. Il m'a fallu au moins un tiers du récit pour commencer à m'intéresser un tant soit peu à ce qui s'y passe. Je n'ai pas apprécié non plus que l'héroïne ne réussisse pas à faire entendre sa voix. Et au-delà de ça, ce qui a signé pour moi, entre guillemets, l'apothéose de l'horreur, ça a été l'épilogue. Mais alors l'épilogue, mais au secours! L'épilogue en fait concerne la vie sentimentale de Mackenzie, et l'auteur amorce un virage à 190 degrés que je n'avais absolument pas anticipé, mais qui ne me convient mais pas du tout. Alors autant j'ai adoré le premier tome, autant je n'ai pas aimé celui-ci. Je me demande vraiment à quelle sauce je vais être mangée dans le troisième, et si sentimentalement ça continue comme ça va pas être possible. Mon update lecture est maintenant terminé et avec un peu de chance, je n'aurai pas besoin de le retourner une troisième fois parce que autant vous dire que si c'est le cas, moi je baisse les bras pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si toutefois vous avez lu certains des livres que j'ai pu vous présenter aujourd'hui afin de me dire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite quant à moi de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!